Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Ce matin, on fait le thème que, évidemment, je m'attendais franchement à ce que vous choisissiez, mais je voulais quand même le soumettre au vote pour simplement pour l'aspect un peu démocratique du truc. Donc, comme prévu, vous choisissez les cycles et la partie technique. On va donc la traiter aujourd'hui. J'aurais aimé la traiter en live, je pense que ça aurait été un thème qui méritait ça. Mais sincèrement, j'ai peur de déborder ce matin et j'ai des rendez-vous que je ne pourrais pas déplacer, en sachant comme d'hab qu'il faut que je le fasse en version anglophone juste derrière. Donc par pure sécurité, je ne vais pas le faire. Mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez évidemment les poser dans le Discord. N'oubliez pas de mettre le @filerx pour que je les vois. J'y répondrai bien entendu. Il y a du retard dans le traitement des messages et tout ça. Ne vous en faites pas, je le sais. Je répondrai à vos messages en temps et en heure. J'ai des visites familiales cette semaine à la maison, donc des préoccupations plus importantes que ça. Ceci dit, reprenons le thème de cette émission. Donc les cycles, évidemment celle-là elle est importante. Alors c'est des thématiques que normalement vous connaissez un peu déjà. Le travail est très largement dégrossi à l'intérieur du PDF et on en parle souvent des cycles, que ce soit dans les émissions quotidiennes ou que ce soit dans les trucs comme ça. Donc c'est une partie extrêmement importante. Alors c'est une partie évidemment du trading que beaucoup de gens ne peuvent pas utiliser ou n'utilisent pas. Je parle surtout pour les débutants, puisqu'en général le couple classique c'est analyse graphique plus momentum, qui est encore une fois pas trop mal, on va dire c'est un point de départ, mais l'objectif c'est bien évidemment de toujours essayer de se positionner au-dessus de la moyenne pour essayer de faire partie des gens profitables. Donc évidemment si on peut rajouter des choses, mieux vaut le faire. C'est dans le sens où, voilà, après, empiler des choses qui n'ont aucun sens, ça on l'a déjà dit, ça ne sert à rien. Donc, le lien volume et cycle, prix et cycle, celui-là, tout le monde l'a déjà fait. Le problème, c'est que c'est souvent utilisé de manière très subjective. C'est-à-dire qu'on va vous dire, le cycle de ceci, le cycle de cela, tel cycle dure à peu près tant de temps, alors qu'évidemment, la cyclicité, et ça va être l'introduction aujourd'hui, comme toute chose, varie. Alors, c'est-à-dire, vous allez dire, attends, mais il est complètement fumé le type. Donc en gros, on est supposé étudier quelque chose et sa cyclicité, mais la cyclicité elle-même varie et de façon probablement cyclique aussi. Enfin bon, vous avez bien compris le délire, on sombre dans le pur chaos. C'est à peu près ça, puisqu'évidemment, de toute façon, l'analyse d'un cycle revient, tout comme on fait une analyse de prix, à essayer de prédire quelque chose qui est par définition imprévisible. Donc évidemment, on se heurte au mur du chaos, qui fait que dans tous les cas ici, on ne cherche pas à formaliser quelque chose, mais à essayer d'en tirer un aspect statistique bénéfique en trading. Encore une fois, ici, c'est de la pure vision de l'esprit. Il faut bien comprendre que ce qu'on fait là, ce n'est pas prédire quelque chose, c'est simplement utiliser une notion abstraite que d'autres personnes utilisent, qui fait que si vous ne l'utilisez pas, tout simplement, vous passez à côté d'une information. Voilà. Ce qu'il faut que vous compreniez, je vous dis toujours, c'est que gérer les risques, ça ne permet pas de prédire le futur. Ça permet simplement de faire la même chose que ce que font les autres acteurs, en sachant que vous, en tant que investisseur ou spéculateur ou peu importe, vous ne représentez rien en fait à l'échelle du marché. C'est-à-dire que vos actions unitaires ne représentent rien et ne peuvent en rien influer le marché. Sauf si évidemment vous êtes multimilliardaire, ça c'est une autre histoire. On part donc de ce principe que vous servez à que dalle dans ce marché et que vous ne pouvez pas l'influencer. Mais le problème, c'est que plusieurs milliers de gens sans intérêt peuvent représenter un intérêt s'ils font la même chose. D'où ce que je vous dis, l'intérêt, c'est de comprendre que la gestion du risque, c'est le langage du marché et le langage du financier qui investit sur le marché. Donc si vous ne parlez pas ce langage, déjà, il y a un problème, puisque comme je vous dis, de façon unitaire, on ne sert à rien, mais on fait tous la même chose en fait. Donc la base, c'est de commencer à faire et à comprendre comment fonctionnent les gens qui interviennent sur les marchés, cette fameuse gestion du risque. On utilise tous les cycles, alors de manière plus ou moins, on va dire, abstraite. Et moi, évidemment, vous savez que la partie abstraite du marché, c'est ce qui me gonfle le plus, non seulement sur la partie formation, c'est-à-dire que pour former des gens à apprendre le trading, c'est-à-dire de partir de débutant à essayer de devenir plus confirmé, la subjectivité, j'ai bien compris que c'était les méandres dans lesquels se fourvoient la plupart des formateurs, tout simplement parce que c'est facile en fait. Quand on est dans l'abstraction, on peut très rapidement dire ah oui mais bon en fait tu comprends, ça n'a pas marché parce que c'est comme ci, comme ça, comme ça. Bon, c'est évidemment tout est toujours subjectif et avant de sombrer dans la subjectivité, il faut quand même commencer par construire des bases. Et pour construire des bases, moi évidemment c'est pour ça que je préfère l'aspect indication technique, parce que l'indication technique elle est froide.
elle donne une information ou elle ne la donne pas, la part libre à l'interprétation, elle est là, évidemment. Il y a toujours une partie de subjectivité à l'interprétation de l'information, les biais personnels et autres trucs comme ça, et il faut travailler dessus en parallèle, mais l'avantage de l'information technique, c'est que c'est une information qui est là devant vous et qui, voilà, c'est de dire si la ligne elle est là, elle n'est pas là. Si vous la voyez là, il y a un très gros problème. Voilà, c'est de dire, la base ici, c'est qu'on vous fournit une information sur laquelle normalement vous pouvez baser une forme de confiance, pas de confiance aveugle, bien entendu, mais une forme de confiance. Donc, sine wave, ce dont on parle aujourd'hui en particulier, c'est la façon palpable, c'est un moyen de rendre palpable et sous forme d'indication technique la cyclicité du marché. Donc, alors sine wave, c'est quoi? Évidemment, donc c'est une formule. Je vous invite, si vous êtes curieux sur ce genre de choses, si vous avez une petite sensibilité mathématique ou des trucs comme ça, à regarder un petit peu la méthode de calcul de la sine wave. Alors moi, celle que j'utilise, c'est la formule de Hilbert, et couplée avec celle de Ehlers. Moi, j'utilise un mix entre les deux et j'ai fait un peu ma sauce. Mais globalement, c'est pas très important en soi. Comme toujours, ce que je vous dis, l'information technique, ce qui est important derrière, c'est ce que vous en faites. Moi, ce que je vous dis, je ne vous vends pas des formules. En gros, ce qui a de la valeur, ce n'est pas la formule abstraite que j'ai faite de mélange entre Ehlers et Hilbert. C'est plutôt de dire, moi, j'ai voulu un truc qui représente exactement ce que je voulais. Alors exactement, c'est jamais parfait, toujours, c'est une indication technique, parfois elle se trompe, et ça fait partie du jeu. Mais normalement, la qualité de l'information supplante les erreurs qu'elle peut conditionner. Et donc partant de ceci, moi je voulais simplement, c'est de dire la formule de Hilbert, elle est un peu trop agressive. La formule de Ehlers, elle est trop lente. C'est un peu le même problème, si vous voulez, que j'avais eu sur Momentum, quand le RSI est très rapide, très réactif, mais trop réactif pour y allouer des algorithmes de détection. Autrement dit, pour essayer de détecter des schémas et des patterns sur le RSI, c'est une galère monstrueuse, parce que c'est trop brutal comme variation. C'est aussi brutal que le prix. C'est une dérivée de prix, mais qui le suit de très près, donc voilà. À côté de ça, le MACD, c'est hyper lent, c'est un enfer, c'est pas possible, voilà, je peux pas. Donc, comme je dis, il me fallait que je trouve un mix entre les deux, un truc qui soit plus lent que le RSI, qui permet d'éviter des erreurs statistiques, et à côté de ça, pas un truc qui soit 4 barres en retard comme le MACD. Donc c'est pour ça que j'avais créé ma formule. Sur sine wave, c'est la même chose. J'ai donc mélangé un peu ces deux trucs, ces deux approches de la cyclicité, qui sont relativement proches, mais d'un point de vue mathématique, c'est pas non plus la même chose du tout. Le principe, dans un cycle, c'est qu'il faut comprendre que ce dont on va parler aujourd'hui, c'est surtout de phase. Donc, on va partir de la théorie. Alors, je vais faire comme d'hab, je vais prendre un white paper. Donc, on va faire un petit peu de théorie. Donc, la phase... Alors, il faut bien comprendre que, normalement, dans ce qu'on appelle un cycle, d'un point de vue représentatif, je vais voir s'il y a... Oui, voilà, il y a une ellipse. Hop, hop. Voilà. Donc, alors, je suis désolé, on va faire un peu de maths et de géométrie. C'est naze, je sais, mais bon, il faut le faire. Ça me paraît essentiel quand même de le faire au moins aujourd'hui. Alors, non. Je ne peux pas mettre une ligne, voilà, une ligne plus épaisse. Voilà. Donc, à la base... Ce qu'on appelle une phase, c'est on part de la représentation graphique d'un mouvement cyclique. Alors, je ne sais pas comment je vais réussir à faire ça parce que bon, voilà, j'aurais dû préparer ça d'abord avant. Donc le principe étant de dire, alors non, c'est pas ça que je veux. Ça, voilà. Donc on va dire ici, c'est le centre de notre truc. Tac. Voilà. Ok, donc le principe, c'est que ça, c'est donc c'est le centre de notre cercle, qu'on va appeler l'axe de rotation, entre guillemets, et le principe, c'est de représenter le mouvement graphique de l'oscillation. C'est-à-dire, l'oscillation, c'est de dire, en fait, on est dans un schéma bouclé, d'accord? Dans un schéma bouclé, et en fait, on va prendre ce truc-là, et on va le faire, voilà, le principe même, donc, de la rotation d'un cycle, d'un cercle, d'accord? Donc, le principe, c'est que ce qu'on appelle la phase, c'est l'angle de rotation de cette droite au sein du cercle. Donc le principe derrière, c'est de dire, quand on représente une sinusoïde, en fait ce qu'on fait, c'est qu'on représente le positionnement de ce merdier-là, enfin de ce point-là, dans le temps. Alors, je sais que j'ai commencé à en perdre certains, mais je vais vous expliquer le truc. Donc, on dit, ok, on va commencer par une oscillation négative,
on fait ça, on ralentit, on touche l'apex, on remonte et on repasse au point de départ. Bon, désolé, ma sinusoïde n'est pas très belle. Ça correspond tout simplement à dire à vitesse constante, si je fais démarrer ce point, évidemment, voilà comment il fait. Cette zone-là, d'un point de vue représentatif, ici, même si on avance à la même vitesse, on passe beaucoup plus de temps, d'accord, dans la partie basse. Okay, bien comprendre, c'est pour ça qu'on passe plus de temps dans la partie basse de l'oscillation, okay, de la sinusoïde pure. Évidemment, on fait la même chose dans l'autre sens, voilà, et on obtient la sinusoïde. Donc, autrement dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que, merde, alors si je vous fais ça, c'est pas pour vous casser les couilles et vous faire ressortir vos cahiers de maths, c'est même pas des maths, c'est de vous faire comprendre que tout simplement, en fait, ce schéma, c'est-à-dire la représentation théorique de la sinusoïde, c'est-à-dire la représentation parfaite d'un cycle à vitesse constante, c'est, on va dire, la théorie, vous avez bien compris que la réalité, elle est souvent bien différente des manuels, et évidemment, la vitesse constante dans le marché, on a bien compris qu'on en est très loin. Donc, en fait, tout l'intérêt, c'est d'étudier le positionnement de la phase, c'est-à-dire de savoir où on se situe dans le cycle, à partir du principe que ici, c'est le point 0, d'accord, donc le point 0, mais on pourrait très bien dire, on part du point de vue où on est au sommet d'un cycle, d'accord. En fait, tout dépend de ce qu'on appelle le point d'ancrage. Nous, normalement, en fait, en marché, ce qui va nous intéresser, c'est le point d'ancrage. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le moment où on passe du cycle, c'est pas le moment où on passe dans la partie inférieure du cycle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire, ok, c'est par là que c'est intéressant de spéculer sur le moment où le marché renverse pour passer sur une phase baissière ou sur une phase haussière. D'accord ? Donc, nous, notre point d'ancrage, on va le mettre là. Autrement dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette zone-là et cette zone-là. C'est pas la phase 0, d'accord ? Phase 0, on s'en fout. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est bien ça. Okay, donc nous, ça va être de trouver le point d'ancrage des fins de cycle haussières et des fins de cycle d'oscillation baissière. Donc nos points d'ancrage sont donc cette zone-là et cette zone-là. C'est dans ces zones-là qu'on cherche à spéculer. C'est là, en fait, qu'il y a un aspect statistique qui permet, non pas de prédire le marché, mais de dire, quand on arrive dans cette phase-là, dans cette zone-là, il y a plus d'intérêt à voir le cycle se poursuivre jusqu'à la phase opposée que l'inverse. Attention, encore une fois, on a affaire à un élément chaotique et imprévisible. Donc, c'est-à-dire que quand on est là, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va aller ici à vitesse constante, d'accord ? On n'est pas dans un monde parfait, on est dans un monde où la réalité du marché, c'est quelque chose qui fait, ok, bam, 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 on avance, on recule, on avance, voilà, on casse tout. Donc maintenant que vous comprenez un peu ce truc-là, d'accord, le fait que c'est chaotique, mais dans ce chaos, on reste enfermé dans ce schéma cyclique, simplement la seule chose qu'on peut foutre en l'air, c'est le temps, c'est-à-dire la vitesse de déplacement, d'accord, et la phase, d'accord. Donc tout est affaire de temps et de phase. Ok ? Donc fréquence et phase. Est-ce que jusque-là, j'espère qu'on est clair ? Alors ce sont des notions un peu chiantes, mais voilà, il faut les introduire. Donc quand on fait de l'analyse cyclique, les deux composantes qui nous intéressent, quelle est la phase, quelle est la fréquence moyenne qu'on met pour faire un tour, c'est-à-dire partir de notre point de renversement haussier, donc de notre sommet de marché, ou du creux si on prend ce point d'ancrage ici, et de dire combien de temps on met en moyenne sur les dernières oscillations, d'accord, pour passer de ce point, y revenir en étant passé par celui-là. Je vous dis, peu importe, on peut très bien avoir fait ça, et ça, hop, très vite à la fin. D'accord ? Dans un monde parfait, on ferait ça, et on ne le fait pas. Il y a des altérations de tout ça. Alors, maintenant que vous avez pigé ça, on va mettre un sine wave. Alors, je vais en mettre un au hasard. C'est une des formules parmi tant d'autres, hein, j'en ai plein. On va mettre celle-là, comme ça, elle est bien visible. Et surtout, elle est tout de suite là. Voilà. Donc, autrement dit, voilà ce que ça représente. Donc là, comme on a dit tout à l'heure, dans un monde parfaitement hypothétique, on aurait un truc qui fait ça, et dans ce cas-là, le marché serait prévisible. Autrement dit, on vend ici, on achète là, et c'est fantastique. Et on est riche, et tout va bien. Donc, évidemment, ce n'est pas le cas. Mais le principe, c'est que, évidemment, dans sine wave, il y a une partie de prédiction. C'est-à-dire que ce que fait le marché ici, c'est qu'il va analyser ce qu'on a dit avant, la fréquence moyenne des derniers cycles, en regardant, entre guillemets, dans l'historique, et il va essayer d'aller chercher une fréquence moyenne. Et il va essayer de regarder au sein de cette fréquence moyenne quel serait le positionnement théorique de la phase actuellement. Je en résume.
D'accord? On revient ici, sur nos affaires de cycle. Alors, ok, sur notre affaire de cercle et son oscillation. Donc, le principe, ça va être de dire, ce que fait sine wave, c'est ça. Donc, lui, il va dire, ok, alors, blablabla, blablabla. Donc, lui, en fait, il ne regarde pas ce qu'il a imprimé dans le passé, sine wave. Hein. Ce qu'il regarde, c'est le mouvement de prix. On va dire, par exemple, ce que ferait sine wave à... Alors, il faut quand même que je trouve un point de vue cyclique. Là, c'est vrai qu'on a pris le S&P 500, c'est pas le plus pote des cycles. Là, voilà, on voit bien ici que la sine wave est bien propre. Là, c'est parfait pour sine wave. Il va être très heureux de calculer là-dedans. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'admettons, on est à ce point-là. D'accord ? Ce que va faire sine wave, c'est qu'il va regarder un certain nombre de bougies en arrière, et il va étudier ça. Et il va regarder quelle est la composante oscillatoire de ce marché. Ok, ce qu'il va voir effectivement, c'est ah ouais, c'est vrai que ça fait bien ça quand même. C'est vrai que ça, là, je vois bien des cycles. Voilà, je vois bien des moments où ça monte, ça baisse. Du coup, il va regarder, il va dire ok, d'un sommet au sommet suivant, en passant par un creux, combien de temps ça a pris. D'accord, donc lui, il va faire ça. Hop. Et il va regarder, il va dire ok, là par exemple, ça fait 20 bougies. Donc là, par exemple, 20 bougies. Ok, je vais regarder le cycle suivant. Ok, 20 bougies. Putain, fantastique, dis donc. Et là, combien ça fait depuis le dernier? Putain, 20 bougies. Oh, dis donc. Voilà. Donc là, le principe, c'est de dire, ok, j'ai fait deux ou trois cycles récemment qui ont duré chacun 20 bougies. Bon, bah, c'est fantastique. La période moyenne d'un cycle par rapport à ce qui vient de se faire d'un point de vue historique, c'est 20 bougies. Donc, bah, qu'est-ce qu'on va faire? À combien de bougies je suis du dernier sommet? 20 bougies, donc je suis à peu près où dans la phase théorique de ce cycle de 20 bougies? Eh ben, je suis tout en haut. C'est aussi simple que ça. Lui, il fait ça. Il se dit, ok, donc les deux dernières fois, ça a mis 20 bougies pour faire le tour du cadran. Ok, ça l'a fait 2 fois de suite. Bon, ça ne veut pas dire que ça va le faire 3 fois, ça veut juste dire, il y a une période moyenne pour l'instant de 20 bougies, et la dernière fois qu'on était au sommet, c'était il y a 20 bougies. Donc on est très probablement ici aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on y est, ça veut juste dire que d'un point de vue, en gros, si le passé se répète, théoriquement ici, on est sur la même chose que les points précédents. Ok ? Et c'est là où évidemment tout devient compliqué, c'est qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a donc 2 aspects qui sont immédiatement liés à ça, et qui sont des aspects psychologiques. À partir du moment où le marché est prévisible, il a tendance à réagir de manière différente. Bon, ça veut dire c'est super chiant ton truc, parce qu'en gros, dès qu'on commence à comprendre, on ne comprend rien. C'est exactement ce que je vous ai déjà dit dans les émissions psycho. Si vous cherchez à comprendre, vous allez être confronté toujours à ce même problème. Quand vous pensez que vous comprenez plus rien, et vous retournez à la case départ. Parce que le problème n'est pas le fait que vous y prenez pas comme il faut, le problème est que vous cherchez à comprendre quelque chose qui est incompréhensible. Le but ici n'est pas de prévoir, ni même de prédire, c'est tout simplement d'apprendre à faire ce que font les autres. Ce qu'en font les autres, c'est utiliser ces choses-là, d'un point de vue régulier. Le principe ici, c'est que vous utilisez toujours la même source d'information, et que cette information-là, même si elle peut être faussée 1 fois sur 3 parce que le marché ne va pas vouloir la répéter, ben elle marchera quand même 2 fois sur 3. Et c'est toujours ça le principe. C'est que si vous vous formalisez à chercher le truc qui donne la bonne réponse tout le temps, ça n'existe pas. Et malheureusement, c'est ce que la plupart des gens cherchent. Ils ne comprennent pas que dans les cycles, ce qui est important, c'est pas de dire « putain, on est sur la phase où ça va renverser ». C'est juste de dire « si un outil le voit, il y a probablement d'autres gens qui le voient, il y a probablement d'autres gens qui vont spéculer dans cette zone ». Point barre. C'est la seule chose que ça fait. Ça ne veut pas dire que ça va se renverser, ça veut juste dire « ici, il y a d'autres gens qui vont essayer de faire la même chose ». Combien on sera par rapport à la représentativité du marché, c'est ça qui va faire que ça va éventuellement marcher ou non. Mais c'est tout simplement ça. C'est pas le fait que vous avez vu un cycle et que ça va marcher. Et que, comme le marché est cyclique, ça va se retourner ici parce que ça a été le cas les 2 dernières fois. Non, c'est qu'ici, il y a probablement une occurrence technique qui va attirer le regard et l'action d'autres traders. C'est tout. Et c'est pas vous qui êtes influent, c'est le fait que beaucoup de gens, de manière inconsciente, font plus ou moins souvent la même chose. Voilà. Donc le cycle, c'est plutôt ça, c'est souvent, j'ai envie de dire, quelque chose qui a un aspect autoréalisateur. Mais il y a aussi un aspect fondamental là-dedans, psychologique, qui est que, bon, alors ça évidemment, c'est à mettre, entre guillemets, aujourd'hui, avec le changement de structure d'intervention sur les marchés, le fait que la plupart des gens aujourd'hui interviennent via des robots et des systèmes automatisés ou semi-automatisés, mais à la base, le cycle, il vient de la nature. Il faut bien comprendre que tout est cyclique dans la vie, que ce soit dès votre plus jeune enfance, on vous apprend le cycle de l'eau, le cycle de ceci, le cycle de cela, le cycle de la vie, le cycle de ce...
il y a des cycles partout. Donc c'est bien de dire, à ce stade-là, enfin moi en tout cas je fais partie des gens qui disent que si on a réussi à passer des millions d'années comme ça, alors je ne parle pas forcément de l'être humain, il ne faut pas être complètement ethnocentré non plus, mais le principe étant de dire, voilà, si la vie, sous la forme complexe qu'on a aujourd'hui et moins complexe à l'époque, a réussi à survivre à des millions d'années, et qu'elle a toujours été régie par ces fameux cycles, bon sens, c'est qu'il y a peut-être quelque chose là-dedans qu'on ne comprend pas, mais qu'il ne faut peut-être pas chercher à comprendre, et qu'il faut se dire, bon ben voilà, le marché étant comme une forme d'entité vivante bizarre, pour moi, elle est régie au ces mêmes cycles. Donc je me dis, il y a forcément des cycles là-dedans, tout comme il y a des cycles partout. Donc le principe étant d'essayer d'identifier ces différents cycles. Et il faut bien comprendre que, effectivement, la cyclicité, elle est souvent liée à ce qui compose ce qu'on essaye d'étudier. Autrement dit, effectivement, quand on parle du cycle de l'eau, on va regarder la composition moléculaire de l'eau. On va se rendre compte qu'il y a 3 états physiques. Enfin, il y en a plus d'ailleurs maintenant, mais bon, on parle des 3 états physiques de base. Là, on va dire de ce que vous avez appris à l'école, liquide, solide, gazeux. Et on commence à se dire, ah putain, mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, quand on fait varier la température, ça fait varier l'état de la matière. Oh putain, c'est fantastique. Donc c'est quand même génial. Et on commence à comprendre un truc, qui a donc un cycle, que l'évaporation, puis donc bien comprendre ça, c'est de dire, c'est comme ça qu'on arrive à comprendre les cycles, en décortiquant ce qui les compose. Donc essayons de décortiquer ce qui compose le marché. Le problème, c'est que c'est des gens. Donc là, on est obligé de faire des estimations, c'est un peu du... Oui, c'est un peu sorti du chapeau, on est obligé de faire ça, parce que malheureusement, je ne peux pas interroger tous les participants de marché pour être certain, donc vous allez devoir me croire sur parole, de par mon expérience, qui veut dire encore une fois que je ne détiens pas forcément la vérité, mais en tout cas, moi pour l'instant, ça m'a permis de fonctionner là-dedans. Donc le principe étant, il y a une infinité de gens théoriquement qui interviennent dans ce marché, ils sont tous uniques et prennent des décisions de manière indépendante, sauf que ça, encore une fois, c'est la théorie. La réalité, c'est qu'on fait souvent la même chose que les autres, sans même s'en rendre compte. On peut justifier des décisions par des choses totalement différentes, mais la réalité, c'est que même si les raisons sont différentes, les actions ont souvent tendance à rester les mêmes. Alors, pas pour 100% des gens, on est bien d'accord, mais il y a souvent donc une certaine forme de majorité qui se décide. Tout simplement, d'un point de vue très simple, d'un point de vue psychologique, c'est en fait, posez-vous la question là-dedans, tout comme on disait, si vous regardez, si vous étudiez l'eau et tout ça, en fait, c'est pas en regardant une goutte d'eau que vous auriez trouvé le cycle de l'eau. D'accord ? C'est en comprenant la structure moléculaire et les variations de température que vous arriviez à trouver l'explication logique de ce cycle. Là, en fait, moi, je pense que dans le marché, ce qui permet d'expliquer ça, c'est un point de vue, enfin, c'est pas un point de vue, c'est un comportement de l'être humain, d'accord, puisqu'on a bien dit, on étudie les composantes, tout comme, évidemment, quand on parle de goutte d'eau, on ne regarde pas la goutte d'eau, on s'intéresse à la composition chimique, enfin, même pas chimique, à la composition moléculaire de l'eau et les effets directs qui peuvent varier dessus. Donc là, c'est la même chose. Donc, qui compose le marché? Des humains. Comment ils sont composés ces humains et comment ils réagissent les uns avec les autres, c'est ça qui est important. Et il faut bien comprendre un truc, c'est que l'humain est un être social. C'est l'animal le plus social qui puisse exister. Donc le principe est que un être humain, quand il a le choix entre s'isoler et vivre en groupe, il choisira toujours de vivre en groupe. Donc il faut bien comprendre que c'est de là que naît l'aspect fondamental de la tendance, qui revient de dire que c'est dans la nature humaine de suivre ce que font les autres. Donc c'est pour ça qu'il y a ces formes de tendance, et comme on disait, c'est donc, si on prend notre fameux cycle, ça revient à dire qu'il y a comme un aimant, en fait. Dans le marché, il y a un pôle nord, il y a un pôle sud, avec 2 aimants ici. Et c'est de dire, comme sur une boussole, ici, notre pointe, elle est un peu aimantée. Ce qui fait que dans les marchés, d'accord, quand on parle de notre beau cycle de rotation à vitesse constante tutti quanti, on n'est pas vraiment dans ça. Nous, dans le marché, on va souvent avoir une altération cyclique de la représentativité. Donc ça, c'est la représentativité parfaite. Donc le pur équilibre haussier-baissier, on passe autant de temps dans un cycle que dans l'autre, on vit dans le meilleur des mondes, et tout ça. Donc le marché, on a bien compris que ce n'était pas ça. C'est la raison pour laquelle, dans le marché, on a beaucoup plus souvent tendance à faire ceci, c'est-à-dire passer énormément de temps dans les fins de cycle. On a tendance à normaliser la courbe et à passer un petit peu moins de temps
dans les phases d'oscillation. Ok ? Et il faut bien comprendre que ça, ce serait parfait si on avait un équilibre acheteur-vendeur. Mais le problème, c'est que, évidemment, on a bien compris que ce n'était pas le cas à cause de nos aimants. C'est-à-dire que ce qui intéresse les spéculateurs dans le marché, ce sont les bornes. Ce qui fait qu'on passe donc moins de temps dans les zones qui intéressent théoriquement moins de gens. Ok ? Après, il faut bien comprendre qu'il y a donc cet aspect un peu moutonnier de l'être humain qui fait que quand tout le monde a tendance à faire un peu la même chose, on ne peut pas s'empêcher de faire la même chose. C'est-à-dire que c'est pas conscient, c'est ancré dans le génome, c'est de dire voilà, c'est ce qui crée ces fameuses tendances, le simple fait que à un choix équivalent, de manière complètement subjective, on va avoir tendance à suivre. Donc, tendance à installer une tendance. Ce qui veut dire que, quoi qu'il arrive, ici, sur ces deux aimants, il y en aura toujours un qui sera plus fort que l'autre. En gros, cet aimant, il est 2 fois moins gros que celui-là, ce qui fait qu'ici, notre aiguille, elle va osciller, elle va passer vachement de temps ici, elle va essayer de rester par là, et puis il va quand même falloir qu'elle fasse son tour de cadran, elle va faire comme ça. On va rester un peu par là, tac. Et ça, qu'est-ce que ça donne en représentation cyclique ? Ça va nous donner tout simplement, on passe très peu de temps ici, on essaie de se bouger là, et on passe énormément de temps ici, et on recommence. Ok ? Là, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un déphasage. Alors, le déphasage, c'est la base de la tendance, c'est-à-dire que ça altère la cyclicité. Il faut bien comprendre que la première altération, c'est celle-là, qui revient à dire que l'altération spéculative fait qu'on va naturellement rejeter les zones qui paraissent non intéressantes. Autrement dit, on va avoir tendance à passer l'aiguille du nord au sud assez rapidement. Ce qui fait que dans notre oscillation, on passe plus de temps aux bornes que de passer de temps sur les phases de transition. Ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que l'aspect de tendance va altérer la cyclicité du marché parce qu'il y a naturellement une oscillation dans laquelle on essaye de tenir un peu plus. Et c'est là où vous comprenez tout ça. Si je vous fais ça, c'est pour que vous compreniez et vous arriviez enfin à piger ce qui se passe. Je ne vois même pas ce qu'il y a dans les prix ici, je ne sais pas ce qui se passe. Tout ce que je peux vous dire ici, c'est que la tendance de fond, elle est haussière. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous regardez vos cycles à chaque fois, là on était en oscillation, donc là on était probablement en range, et là qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez que votre cycle, c'est de dire, ok, là théoriquement en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une longue phase haussière, plus longue, une très courte phase baissière derrière, là ça redevient oscillant, là on a fait une belle phase bien baissière, là ça devait être une phase de consolidation, ok, là on hésite, donc effectivement c'est plutôt équilibré, donc les phases de range, ça peut être range haussier, range baissier, on est bien d'accord, mais de range, ici, les acheteurs et les vendeurs se bataillent le bout de pain de manière plus ou moins équivalente. Là, ok, et là, non, voilà, vous voyez que là, on ne suit pas. Donc c'est de dire, ici, la phase, elle est altérée. La phase haussière est beaucoup plus longue, mais ici, théoriquement, on n'en a qu'une. C'est juste qu'elle est plus longue. Là où il y a un problème et là où il y a réellement ce que j'appelle le breakout, c'est le moment où tout simplement le marché se dit qu'il n'y a même plus besoin de passer par la phase opposée. En fait, le marché, il fait « Ok, et puis bas les couilles, non, je reviens là, c'est tellement plus cool d'être de ce côté. » Ça, c'est réellement la phase de break. C'est-à-dire ici. Là, ce que vous voyez là, ça ressemble à un breakout. C'est de dire la phase est tellement longue et on ne revient même pas chercher le cycle opposé derrière. Autrement dit, ici, vous avez un vrai breakout. Là, vous avez 2 oscillations haussières, puis une baissière, puis une très longue haussière. Ouais, en fait, là, la schématisation du marché, ce serait ça. Là, on a une très longue oscillation haussière. Mais on n'est pas encore sur du breakout. En fait, le breakout, c'est quand vous passez proche de la zone où ça devrait normalement donner la main aux opposants, et ce n'est pas le cas. Voilà, c'est comme ça. Regardez le prix et vous comprenez ce qui s'est passé. Retranscrivez toujours de manière logique ce dont je viens de vous parler. Je vous ai dit, je ne vois pas ce qui s'est passé sur les prix, mais à quel moment on s'est fait niquer la gueule cette année ? Ici, c'est le moment où le cycle vendeur a littéralement été spoilé. Ici, on aurait dû baisser, et qu'est-ce qui se passe ? Non. Alors, banque centrale, vous pouvez donner toutes les justifications que vous voulez, d'accord ? Le principe ici, c'est que notre belle cyclicité, elle s'est fait péter la tronche. Donc, c'est le moment où il y a des cycles qui cassent. C'est bien ce que je vous dis, c'est que si vous commencez à piger l'aspect cyclique, que maintenant vous commencez à comprendre ce qui compose la lecture d'un cycle, sa fréquence moyenne qui permet d'obtenir par une pure vision de l'esprit un timing potentiel d'intervention spéculative, c'est purement spéculatif, c'est de dire les dernières fois ça s'est positionné comme ça, c'est probablement par là qu'il va y avoir des gens qui vont essayer de faire la même chose que moi. C'est une pure vision de l'esprit, ça ne veut rien dire de plus que ça.
La suite, c'est de dire il y a une altération de la phase par un effet moutonnier de l'être humain qui fait que quand il y a un mouvement de fond, on va tenter de le suivre. Et il y a le troisième aspect le plus irrationnel de tous, qui est que parfois, on va carrément casser un cycle parce que tout simplement, sinon, ce serait prévisible. Donc en fait, la cassure de cycle, c'est la partie un peu chaotique du truc. Est-ce qu'on peut prévoir les cassures de cycle? Franchement, non. Je vais y aller très clair. D'un point de vue purement cyclique, c'est imprévisible. Par contre, comme je vous ai dit, dans la stratégie de trading, je n'utilise pas que les cycles. Et en fait, c'est quand vous globalisez cycle plus momentum plus analyse graphique qu'on peut trouver des contextes favorables à ces cassures de cycle. D'ailleurs, effectivement, des trucs qui préposent à dire il y a une forte chance ici qu'on pète les cycles. Et ça, c'est ce que je vous apprends, l'accumulation qui précède le breakout. Mais l'accumulation, elle ne se voit pas d'un point de vue purement cyclique. C'est pour ça qu'on combine des informations pour essayer d'obtenir des contextes. Sine wave, lui tout seul, il ne peut pas savoir quand ça va breaker. Momentum, tout seul, c'est compliqué parce que c'est quand même relativement brutal. Mais tout ça avec une lecture graphique et des contextes particuliers, on ne peut pas prévoir, mais limiter considérablement les chances de se tromper quand on va voir des cyclicité altérée. Autrement dit, là, franchement, c'était quasiment impossible de savoir qu'il y avait une tendance qui allait émerger de ce truc-là. Ici, par contre, c'était une toute autre histoire. Là, on avait bien des zones où on commençait à voir les accumulations. On comprenait très bien que ce genre de breakout-là avait de fortes chances de générer des tendances derrière. Ça, il faut bien que vous le compreniez. C'est extrêmement important. OK ? C'est là, dans la cyclicité, c'est ces trois valeurs-là qui sont extrêmement importantes. La phase, et donc c'est la partie théorique de projection de ce qui s'est passé et de ce qui devrait se passer si ça se répète, qui est une pure vue de l'esprit. L'altération du cycle, c'est-à-dire, comme je vous dis, dans un marché haussier, il faut vous attendre à ce qu'on passe plus de temps dans les parties haussières et que ça déphase le marché. Parce qu'encore une fois, le marché, en fait, c'est pas de dire... Voilà, on reprend notre petite aiguille. Le principe étant de dire que quand on est en phase de, comme on disait, notre représentation c'est ça. Ça, ce serait la représentation théorique. Et en fait, la représentation réelle du cycle, de par la méthode de calcul, comme je vous dis, en fait, il y a des méthodes de calcul. Par exemple, la fonction de Ehlers, elle aura tendance à faire ce genre de truc, de passer beaucoup de temps dans la phase haussière. Moi, la façon dont je calcule la sine wave fait que la même chose, la même représentation théorique, moi dans l'outil elle va faire ça. Elle va avoir tendance à essayer de chercher des cycles et hop, elle va retrouver. Ce qui fait que, autrement dit, là vous avez les 4 étapes de fonctionnement. La pure théorie, l'application au marché financier, spéculatif, enfin l'application spéculative dans les marchés financiers, l'application spéculative dans des marchés financiers tendanciels, et l'application réelle, et le rendu réel que vous aurez par rapport à la méthodologie de calcul. Ok ? Là, autrement dit, ça, c'est ce que moi, j'ai trouvé comme juste milieu et juste équilibre pour arriver à faire fonctionner des algorithmes là-dessus. D'accord ? Je vous dis, le but ici, c'est que je vous fournisse une information, mais que vous compreniez pourquoi. Ici, j'ai trouvé que cet équilibre-là, il est un peu violent, parce qu'évidemment, ça, si vous ne savez pas le lire, vous allez dire c'est n'importe quoi. Par contre, si vous savez le lire aujourd'hui, vous comprenez que tout ça, en fait, c'est qu'une seule oscillation. C'est une oscillation très longue, et le breakout réellement ne se met en place qu'ici. D'accord ? Ça, c'est ce que j'appelle souvent, moi, en fait, des petits breakouts, ceux qui vont vous donner des toutes petites targets à viser. Mais vous voyez que de toute façon, les algorithmes, moi, ils sont beaucoup plus complexes que ça. Je ne mets pas des breakouts à chaque fois qu'on casse un petit cycle et un machin. C'est des algorithmes, encore une fois, très compliqués. Et si c'était si simple, en fait, je vous les donnerais. C'est ça, je vous montrerai le code. Le problème, c'est que là, si je vous montrais le code, vous n'y comprendriez que dalle. C'est ça le problème. Même moi, je vous dis souvent, quand je dois investiguer un breakout qui n'a pas fonctionné, ça me prend 20 minutes pour diagnostiquer qu'est-ce qui n'est pas passé comme condition. Donc c'est bien, il faut que vous compreniez que c'est juste extrêmement complexe et que c'est pas pour rien que je vous cache ces choses-là. C'est que nécessairement, vous n'y trouveriez pas d'intérêt, je pense. Par contre, ça, je pense que vous aurez un intérêt, parce que vous arrivez à comprendre ce truc. Ok ? Donc, comprenez bien ça. Maintenant, quelle est la façon ? On va faire une application purement sine wave pour terminer tout ça, purement application graphique. Comment sine wave il communique avec vous ? Alors, comme je vous ai dit, avant, à l'époque, je vous l'affichais. Je vous donne toujours l'option de l'afficher, ici, mais comme il a fallu que je trouve un moyen de simplifier
le rendu des algorithmes parce que je suis à la limite de ce qui est autorisé par TradingView en termes de complexité. Donc soit vous mettez la sine wave ici, d'accord? Donc ça c'est bien, ça peut vous aider. Alors on va attendre que ça compile. Voilà. Là vous l'avez derrière, ok? Et comme vous avez vu, c'est très 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 brutal, d'accord? C'est très agressif comme mouvement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Ici, d'accord, ce qui est intéressant, c'est pas de dire, du coup, quand on est là, je vends. C'est juste de dire, ici, vous êtes sur un positionnement théorique de phase qui, normalement, devrait catalyser des recherches spéculatives vendeuses. Donc, vous comprenez que sine wave, ça permet d'identifier des timings spéculatifs. Ça, c'est la conclusion à laquelle j'aimerais que vous soyez arrivé tout seul. Mais le but, c'est de comprendre ça. Sine wave, ça vous propose des timings spéculatifs. Le timing, encore une fois, ne fait pas tout. Il faut qu'on soit sur une zone de prix et il faut qu'il y ait un momentum favorable. Autrement dit, ici, vous avez un timing favorable, mais c'est tout. Le momentum, il n'est pas du tout favorable et on n'avait aucun intérêt sur ces zones de prix spécifiques. C'est quand plusieurs indications non corrélées convergent qu'on limite le mieux le risque. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir raison. Ça veut juste dire qu'il y a un timing intéressant pour un positionnement spéculatif, qu'il y a un momentum favorable et qu'on est sur une zone de prix qui n'est pas inintéressante. Et quand vous faites ça, entre le mec qui dit « moi je sens que ça va baisser », de manière purement subjective, mais qui fait peut-être la même chose que vous. Lui, il se dit probablement, ouais, effectivement, visuellement, il y a des cycles et on a l'air d'être sur un point où, si je répète les cycles, ça devrait se retourner. Naturellement, en fait, l'être humain va le faire, ça. Mais il va le faire de manière parfois irrationnelle, et plus on est inexpérimenté, plus on a tendance, justement, à altérer son propre jugement. Ce qui veut dire que, autrement dit, même si vous faites une lecture pseudo-cyclique, il vaut peut-être mieux que ce soit un algo qui le fasse pour vous, parce que lui, il n'est pas altéré, il n'est pas biaisé. Par contre, il commettra des erreurs. Parce que de toute façon, si vous lui accordez plus de crédit que ce qu'il ne peut réellement faire, l'algorithme, il ne vous aidera pas. Si vous pensez encore une fois que c'est parce qu'on est dans un cycle favorable, enfin qu'on est dans une phase favorable, qu'on est sur un momentum qui peut se retourner, et qu'en plus de ça, on est sur une zone intéressante, si vous pensez que c'est pour ça que le marché doit se retourner, vous avez tout faux. Le marché, il n'en a rien à branler de ça. Le marché, c'est incompréhensible, illisible, chaotique. C'est juste de dire, ici, vous avez fait une seule chose, vous avez réduit les risques de votre prise de décision. Après, c'est une prise de décision. Il y a une invalidation, il y a une validation, il y a une gestion du risque intermédiaire de votre positionnement. C'est de la spéculation qu'on fait. On ne fait pas de la lecture du futur. Donc faites attention à ne pas accorder plus de crédit à sine wave que ce que c'est. Comprenez bien que c'est un aspect intéressant à ajouter dans une stratégie de trading parce qu'il y a une corrélation évidente avec le momentum, mais ça n'a rien à voir. C'est complètement, d'un point de vue mathématique, c'est totalement, il n'y a pas de lien mathématique entre ces deux formules. Donc elles représentent bien deux choses totalement différentes. Quand elles s'alignent, et elles ont tendance à s'aligner assez souvent, c'est intéressant. En tout cas, c'est beaucoup plus intéressant que de coupler un RSI et un MACD, qui là, pour le coup, ont des méthodologies de calcul relativement proches. Alors c'est pas la même chose, évidemment, mais d'un point de vue représentativité, c'est beaucoup plus proche et beaucoup plus corrélé à un RSI et à un MACD que ne le seront un sine wave et un momentum, quel qu'il soit, quel que soit celui que vous avez choisi. La méthodologie selon laquelle fonctionne derrière, donc c'est vous pouvez afficher la sine wave. Moi je vous dis ce qui est important ici, c'est plus souvent de regarder la trend sine wave. Bon, si vous mettez les deux, je trouve que ça charge un peu. Mais voilà, moi je vous recommande surtout, si vous êtes en train de vous focaliser sur les cycles, de regarder ce qui se passe sur le time frame supérieur. Donc trend sine wave, c'est tout simplement que sine wave, mais positionné sur le time frame supérieur. Autrement dit, là on est en daily. Donc c'est la sine wave, le cycle, la phase des cycles hebdomadaires. D'accord ? Ce qui veut donc dire que là, on est quand même un peu à la bourre, il faut bien comprendre ça, mais c'est de dire qu'ici, on était bien sur une fin de phase de cycle hebdo, et qu'est-ce qu'on fait ici ? On trouve un sommet daily. Là, on était bien sur une fin de phase de cycle haussier, et qu'est-ce qu'on a trouvé ? Rien du tout, on a cassé. Ok ? Important que vous compreniez ça. Moi, ça me donne une maturité sur les cycles. Et encore une fois, ça ne veut pas dire on est là, on vend. Ça veut juste dire le cycle est mature d'un point de vue spéculatif. Ici, il faut commencer à rechercher, momentum et prix, des contextes intéressants pour se positionner vendeur. Mais comme vous voyez, ici, il fallait commencer à chercher par là. C'est que là que ça a réussi à procurer le résultat. Parce qu'on a étendu le cycle. Okay, pour des raisons tendancielles. Toujours pareil.
Voilà, j'espère que ces notions, elles sont beaucoup plus claires. Et finalement, donc comme je vous dis, après, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'algo, de toute façon, ça, je les ai déjà un peu fait. D'un point de vue visuel, sur la partie framework, vous avez ici des visions de cycle, mais des visions particulières du cycle, qui est donc ce qu'on a parlé avant, le breakout. C'est-à-dire qu'ici, on parle d'anomalie de cycle. Ça, ce sont pas des... Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il y a nécessairement tendance et breakout de tendance, ça veut juste dire anomalie cyclique détectée par l'algorithme. Et il en détecte plusieurs types, comme on l'a dit, c'est-à-dire que tous les breakouts ne sont pas les mêmes, et il y a des algorithmes qui peuvent... Enfin, j'ai construit des algorithmes qui permettent de les... pas de les classifier, mais de leur mettre une étiquette pour dire, bon, toi, tu es probablement un break de range, toi, tu es... Enfin, voilà. Donc, des altérations cycliques qui sont liées à la volatilité, okay, et des altérations cycliques qui sont liées à la tendance. Et il faut bien arriver à différencier les deux. D'accord ? C'est vraiment important que vous compreniez ça. Les altérations cycliques qui sont liées à de la tendance, ça peut se faire donc dans des excès. Comme je vous dis, quand vous avez des petites croix en fin de tendance, c'est qu'on essaye d'accélérer dans une tendance mature, c'est très probablement les points de fin de la tendance, les excès finaux. Quand vous avez ça au début d'une tendance, c'est généralement au contraire que le marché est en train d'accélérer, de casser les cycles, et c'est normal qu'il y ait des altérations cycliques. C'est normal qu'il y ait c'est normal que votre cycle là, il soit pas régulier, que votre cercle, que votre petite pointe là, elle tourne pas régulièrement. C'est normal qu'elle soit attirée par l'aimant haussier, parce que quand il y a tendance, celui-là d'aimant, il est littéralement inexistant. Voilà. Il est littéralement inexistant. Autrement dit, quand votre truc va osciller, quand il va passer par le pôle sud, ça va être tellement rapide qu'on va venir y imprimer juste un tout petit point. Ok ? C'est important. Et le marché va vouloir passer ici un temps fou à osciller dans cette zone, à venir titiller les vendeurs avant de boum, hop, et puis revenir là. C'est exactement ça. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que quand il y a breakout de tendance, on ne vient même plus chercher les vendeurs. La tendance, c'est la disparition de la contrepartie opposée. C'est pas de dire on a des cycles très haussiers, autrement dit des ranges très haussiers, mais toujours des cycles, d'accord ? On fait des tours de cadran. Il y a des moments où on tourne même plus. C'est-à-dire qu'on meurt, on est ici et hop, on repart là et on repasse jamais en fait par les phases baissières. Ça, c'est vraiment l'altération pure tendancielle. Ok ? Donc c'est important que vous pigiez ça. Donc ça, c'est les fameuses anomalies, comme je l'ai dit. Bon, là, après, on a déjà fait une vidéo sur ces breakouts, et c'est un cas spécifique que je ne veux pas traiter aujourd'hui, sinon ça ferait un peu trop lourd. Mais voilà, bien comprendre que ce sont différentes anomalies de marché qui sont théoriquement filtrées pour vous dire ça a de fortes chances d'être des tentatives d'accélération dans des ranges, qui peuvent être soit haussiers soit baissiers, mais ça n'a pas de structure tendancielle d'un point de vue cyclique. Mais encore une fois, ces algorithmes-là, ils n'utilisent pas que sine wave. Là, l'algorithme, il utilise sine wave, il utilise une vision un peu de momentum. C'est des algorithmes qui regardent plein de trucs pour essayer de classifier les anomalies de momentum, les anomalies de cycle. Voilà. Une anomalie de cycle fait totalement partie du marché, puisque rappelez-vous ce qu'on a dit avant, entre la théorie et la réalité, il se passe beaucoup de choses. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus chaotique, et comment vous apprenez à un algo que ça, c'est pas un breakout, que c'est juste une extension de cycle, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Ok ? En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, les cycles, ça vous paraîtra un petit peu moins abstrait que ça ne pouvait l'être avant, que vous comprendrez un petit peu mieux comment tout ça s'orchestre et fonctionne, à quoi ça sert surtout dans une stratégie de trading spéculative, et en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. S'il y a des incompréhensions, des besoins de creuser un petit peu plus, n'hésitez pas à le faire remonter dans le Discord, soit au modérateur, soit directement à moi. Et si nécessaire, on refera une émission. Je suis désolé de ne pas l'avoir faite en live. Mais voilà. Bye bye.